En fait, la dernière fois, nous avons entamé en fait les événements en JavaScript et on avait défini les événements comme étant quoi? Les actions qui sont, les actions du navigateur alors, les actions, que le navigateur provoque en fait ou encore les actions provoquées par l'utilisateur. Donc lorsqu'on parle d'événements en JavaScript, ça veut dire quoi? Le JavaScript réagit ici en fait aux actions du navigateur ou alors aux actions qui sont provoquées par un utilisateur à l'aide en fait de ce qu'on appelle des événements. Donc c'est l'utilisateur qui va déclencher des événements ou alors c'est le navigateur en fait qui va essayer déclencher cela. Donc pour un exemple simple, la dernière fois nous avons pris un exemple simple, je vous ai dit que quand une page par exemple se charge, ça provoque un événement. L'événement là était appelé quoi? L'événement load. Lorsque la page se charge, on a un événement load qui est, qui est provoqué par le navigateur lui-même. Maintenant, quand l'utilisateur clique sur un bouton, nous avons vu l'exemple des boutons l'autre jour. Lorsqu'un utilisateur clique sur un bouton, il s'agit là d'un autre événement, l'événement clic. Donc, ce sont ces événements-là que nous allons voir. L'événement provoqué par l'utilisateur, ou alors les actions du navigateur. Donc, vous, en tant que développeur, ce que vous faites, c'est quoi? Vous pouvez utiliser donc ces événements-là pour pouvoir exécuter tout type de traitement. Que ce soit par exemple là, la validation des formulaires, la fermeture des fenêtres, pour faire apparaître par exemple des pop-up ou alors pour faire des échanges avec le serveur, vous allez toujours utiliser ce qu'on appelle des événements. Et lorsqu'on parle d'événements, on a plusieurs types d'événements. La dernière fois, on a pu essayer de citer les différents éléments qu'on peut voir. Et ce qu'on fait en HTML, JavaScript, c'est quoi? Le moyen le plus simple en fait pour se mettre à l'écoute d'un événement est d'ajouter un attribut événementiel à l'élément HTML correspondant. C'est ce que nous avons vu la dernière fois, lorsqu'on faisait en fait un cas pratique. On avait vu comment est-ce qu'on pouvait ajouter un écouteur d'événement à un objet de notre DOM. Alors, pour un exemple simple, qu'est-ce qu'on a par exemple? On a toujours oups, c'était dans le HTML. On suppose toujours que nous avons notre HTML. Pour faire un petit test, on peut tout simplement dire quoi? On peut tout simplement écrire par exemple dans notre script une fonction par exemple, on va l'appeler quoi? Une fonction bonjour. On va faire un exemple très simple. On dit par exemple fonction bonjour. Alors notre fonction, voilà, c'est function, donc pour moi. Ouais, c'est toujours en anglais. Function bonjour, qui va faire quoi? Qui va tout simplement faire une alerte de bonjour. Bon, bonjour JavaScript. On n'oublie pas notre point virgule. Alors ce qu'on veut faire, on veut faire par exemple, c'est quoi? Nous voulons écrire là un script qui va faire quoi? Qui va réagir lorsqu'un utilisateur clique sur un bouton. Donc, on vient dans notre HTML, on essaie d'écrire là un simple bouton. Bon, on va faire input de type texte. Bon, on prend un input de type bouton, il dit un bouton. Et la value, on va dire par exemple, la value, c'est quoi? Dis bonjour. Et pour mettre un écouteur d'événement, on dit par exemple, pour l'événement, pour gérer les clics, c'est le on-click. Nous avons vu cela la dernière fois. Alors, lorsqu'on fait on-click, on précise le code JavaScript qu'on veut exécuter. Là, par exemple, c'est une fonction que j'ai écrite. Je vais tout simplement mettre là bonjour. Je mets mon point virgule. C'est censé fonctionner. Donc, si on enregistre là et on s'en va actualiser notre page. Donc, voilà, j'ai attaché un événement en fait au clic sur ce bouton. Vous voyez, lorsque je clique sur dit bonjour, il m'affiche bien le message qu'on avait prévu la dernière fois. C'était dit bonjour. Donc, bonjour JavaScript. C'est ce que j'ai écrit tout à l'heure dans mon code. On voit très bien, ça dit bonjour. Donc, ça veut dire quoi? Nous avons attaché l'événement on click à l'objet input de notre document. Donc, en JavaScript, on a plusieurs attributs événementiels en fait. On aura par exemple, je vais essayer de vous lister cela pour que vous puissiez prendre des notes après, puisque je ne vous ai pas encore donné un support. À la fin du coup, je vais vous donner un support pour vous permettre d'abord de suivre bien le cours.
Donc, les différents événements que nous avons, la dernière fois, on essayait de citer cela. Nous avons comme événement, on va commencer par dans l'ordre. Le submite, l'événement qu'on attache, c'est le on-submite. Donc, je vais directement vous donner les attributs en fait, que vous pouvez utiliser. Donc, les attributs événementiels standards qu'on utilise le plus souvent. Donc, le premier qu'on utilise le plus souvent, c'est l'attribut onChange. Alors, lorsqu'on dit onChange, vous pouvez déjà comprendre. Lorsqu'on dit onChange, ça veut dire quoi? C'est un script qui sera exécuté quand l'élément est modifié. Exemple, dans un input de type texte. Dans un input de type texte, on peut attacher un événement onChange pour dire quoi? Lorsque le contenu va changer, qu'est-ce qu'on fait? Un exemple palpable. Parfois, vous allez voir dans les formulaires en ligne, pendant que vous êtes en train de saisir dans le formulaire, on a déjà un script derrière qui est en train de vérifier tous les caractères que vous êtes en train de saisir. Quand vous saisissez par exemple un caractère, on vous dit que ce n'est pas encore correct. Par exemple, pour les mots de passe, les champs de mots de passe dans les sites web. Quand vous commencez à saisir, on vous dit déjà que le mot de passe n'est pas correct. Donc, on commence à vous dire il faut une majuscule, il faut un chiffre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est le onChange. On dit quand la valeur change, on exécute un script derrière. Donc, pour le faire, on utilise là le onChange. Après le onChange, on a le onSubmit. Donc, ça, ce sont les attributs événementiels standards qu'on a. OnSubmit, c'est pour la soumission des formulaires. Donc, lorsque vous avez un formulaire et que lorsque l'utilisateur a rempli et qu'il soumet ce formulaire en cliquant par exemple sur envoyer, on va donc appeler cela l'événement, l'attribut événementiel OnSubmit pour pouvoir gérer la soumission de notre formulaire. Maintenant, à côté, nous avons quoi? Nous avons le onReset. Vous devez y comprendre. Vous connaissez le reset. Donc, on a aussi l'attribut événementiel onReset qui sera exécuté lorsqu'on va vouloir réinitialiser le formulaire. Donc, lorsqu'on réinitialise le formulaire, le plus souvent, qu'est-ce que ça fait? Ça vide tous les champs. Alors, vous pouvez attacher un script alors, vous pouvez attacher un événement donc, que lorsqu'on va vider le formulaire, vous fassiez un certain nombre de choses. Vous pouvez vouloir, par exemple, récupérer les éléments qui étaient déjà là pour les gérer ou bien pour les sauvegarder dans les cookies. Ça dépendra de vous. Mais tout ça, vous allez le faire côté client sans faire appel au serveur. Donc, à côté de lui, un autre attribut événementiel, nous aurons le onSelect. Lorsqu'on dit onSelect, vous avez déjà compris. C'est le select. Ça dit quoi? Lorsqu'on aura un champ, par exemple, lorsqu'un élément en fait sera sélectionné, on aura le select qui va être appelé. Donc, on aura le onSelect, l'attribut événementiel, onSelect qui sera appelé. Exemple palpable, lorsque vous avez par exemple un champ de type select, vous vous rappelez les champs select en HTML. Donc, lorsque vous êtes sur un champ select, vous avez une liste d'éléments. Lorsque l'utilisateur va cliquer sur un élément, alors vous allez pouvoir essayer d'exécuter un événement select. Ça peut être un événement qui va déclencher ou alors qui va ajouter certains éléments à votre page ou alors qui va charger un contenu. Alors, à côté du onSelect, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le onBlue. Ne vous inquiétez pas, tout ça, on va les pratiquer au fur et à mesure. Donc, à côté du onBlue, c'est quoi? C'est un script en fait qui sera exécuté quand l'élément va perdre son focus. Est-ce que vous rappelez ce qu'on appelle le focus? Lorsque nous sommes dans un input de type, par exemple, texte, lorsqu'on se met de saisir, lorsqu'on clique à l'intérieur, en fait, on dit que l'élément a le focus. Alors maintenant, l'attribut événementiel, en fait, qu'on peut attribuer à un élément pour savoir s'il a perdu le focus ou pas, c'est le onBlue. Donc lorsque l'élément va perdre le focus, on pourra appeler en fait l'élément onBlue, c'est-à-dire quoi? Lorsqu'on va quitter de l'élément, on va sortir. Donc, si par exemple on a un input, je vais venir là pour vous montrer un exemple. Si nous avons par exemple un input, ah, nous avons par exemple un input de type texte. Lorsque je suis à l'intérieur, lorsque je clique à l'intérieur, on dit que mon élément, mon input a le focus. Maintenant, on peut attacher un événement, un attribut événementiel onBlue pour dire quoi? Lorsque je veux perdre le focus. Alors, lorsque je quitte d'ici là, vous voyez que ça clignote. Est-ce que vous voyez comme ça clignote? Lorsque ça clignote, là, on dit que l'élément a le focus. Alors, si je viens cliquer sur bonjour, mon élément a perdu le focus. Lorsque mon élément perd le focus, je peux vouloir, par exemple, déclencher directement la vérification de ce champ-là, en fait. Donc, pour ce faire, on va faire appel à l'attribut événementiel onBlue.
Maintenant, lorsqu'il a le focus, on pourrait également faire autre chose. Lorsqu'il a le focus, on va dire on focus. Et puis, lorsque je mets ces éléments-là, même après, en fait, vous pouvez faire vous-même les recherches. Bien évidemment, on va le voir au fur et à mesure. Donc ça, c'est quand il a perdu le focus. Et on aura maintenant le on focus. On focus. Lorsque l'élément, en fait, lorsque l'élément, en fait, aura le focus, c'est-à-dire quoi? Lorsqu'il est l'élément courant. Maintenant, une fois qu'on a ceci, on peut passer à d'autres éléments. Par exemple, le on key down. Donc, lorsque vous pressez une touche, vous pouvez gérer les événements de presse des touches du clavier. Donc, lorsque l'utilisateur va presser une touche du clavier, on l'utilise le plus souvent pour les jeux, un tas de choses. Lorsque l'utilisateur va presser une touche du clavier, on pourra appeler un événement. Ce sera l'attribut événementiel en fait, on key down. À côté de lui, on passe toujours aux touches pour le clavier. On aura le on key press. Lui, ça sera un script qui sera exécuté quand une touche du clavier est pressée puis relâchée. Donc, le premier dit une touche du clavier est pressée, donc j'appuie une touche, je ne relâche pas cette touche. Alors maintenant, lorsque j'appuie la touche et je relâche directement la touche, on aura maintenant plutôt le on key press. Donc, je presse, je relâche. Un peu comme si quand je suis en train de saisir, par exemple, par exemple, je suis en train de saisir une lettre, dès qu'il écrit A, écrit par exemple A, je relâche. Là, ce sera on key press. On key down, c'est quand je vais gérer, par exemple, du style, j'appuie j'appuie je presse en fait, de manière continue. Alors, à côté du on key press, on aura donc le on key up. Par exemple, lorsqu'on a le key down, c'est quoi? On a fait une presse prolongée. Et maintenant, lorsqu'on va faire le on key up, ce sera lorsqu'on va relâcher la touche du clavier, en fait. On va faire ces exemples-là sans problème. Vous allez voir bien comment ça fonctionne. Donc, on key up. Non, on ne relâche pas. Dès que vous pressez le on key down, quand vous pressez, dès que vous avez pressé, c'est le on key up qui est déclenché. Maintenant, lorsque vous allez relâcher, lorsqu'on appuie, regardez par exemple, lorsque vous appuyez sur le clavier, après vous allez retirer le doigt. C'est ça. Donc ça gère l'événement quand vous avez déjà pressé. Quand vous pressez, il faut retirer le doigt. J'ai dit le on key press en fait, lui, va s'exécuter lorsqu'une une touche du clavier sera pressée puis relâchée. C'est ce que j'ai dit. Il est pressé puis relâché. On key down, on presse le clavier. Ça peut être et j'ai dit c'est un press. Ah, on key, il n'avait pas fini d'écrire. On key up. Alors, j'ai dit ceci. Le on key up, c'est lorsqu'on va faire un script qui sera exécuté quand une touche du clavier sera relâchée. Lorsqu'il parle de la relâche, ce sera à la relâche pour le on key down. Parce qu'on aura une touche prolongée. Lorsqu'on va relâcher, lorsqu'il sera relâché, en fait, on pourra gérer un événement. Bon, pas comme le on key press. Vous allez voir la différence dans l'exercice. Le on key press, lui, c'est un press et relâchement. Donc, par exemple, quand vous êtes en train de saisir vous êtes en train de saisir à l'intérieur d'un champ de formulaire, le on key press est déclenché. Parce que vous saisissez, vous relâchez, vous saisissez, vous relâchez. Bon, avec le on key down, vous pressez. J'ai bien dit presser. Vous ne relâchez pas. Lorsqu'on dit presser, on n'a pas dit que c'est relâché en fait. C'est lorsque vous allez relâcher, ça va écouter. Bon, à côté du on key up, on passe là maintenant au on click. Nous avons vu le on click pour expliquer au départ. Le on click, ce sera un script qui sera exécuté lors d'un clic de souris. La souris, de l'événement clic. Et à côté de l'événement clic, on aura quoi? L'événement on double click. La dernière fois, j'ai expliqué ça. On, ce sera DB pour double click. Donc, lorsqu'on fait on double click, comme vous pouvez le comprendre, ce sera un script qui sera exécuté lors d'un double clic. La dernière fois, je vous ai expliqué, par exemple, un exemple avec Google, qui a, par exemple, sur Drive. Vous voyez que lorsque vous double-cliquez, il y a une icône se forme le dossier. On simule un peu l'ouverture d'un dossier comme si vous étiez sur
votre ordinateur Windows ou bien sur votre Mac. Donc, c'est un peu ça. On met une icône que lorsque vous double-cliquez, on vous charge une page comme si c'était un dossier que vous êtes en train d'ouvrir. Donc, c'est le même principe. C'est avec on double-clique qu'on gère cela en fait. Maintenant, on aura à côté, juste avec les événements liés à la souris, le on mouse down. Vous voyez à comprendre, on mouse dans la souris, lorsque le bouton de la souris sera pressé. Donc, j'ai dit ceci, le on mouse down, ce sera un script exécuté quand le bouton de la souris sera pressé. Donc, bien évidemment, un clic gauche. Maintenant, toujours sur la souris, on aura le on mouse move. C'est-à-dire quoi? Lorsque le pointeur de la souris va se déplacer. On mouse move. Vous pouvez gérer également les événements lorsque le pointeur de la souris se déplace. On va le voir. Le on mouse down, c'était lorsque le bouton de la souris est pressé. Le bouton gauche. Lorsqu'on dit pressé, c'est le bouton gauche. Lorsqu'on presse, lorsqu'il clique par exemple là, c'est le on mouse down que je suis en train de faire. Les clics que je fais là, ce sont les on mouse down, les clics gauche. Maintenant, le on mouse move, c'est lorsque la souris va se déplacer. Parmi les TPI, vous allez voir, on va faire un exemple par exemple. Vous allez voir souvent sur certains sites, lorsque la souris se déplace, vous voyez, on a changé un peu le. On met par exemple un cercle avec la souris qui se déplace. C'est le on mouse down, donc on fait suivre le mouvement de la souris avec, avec par exemple un bloc que nous avons conçu. Il peut vous donner ça même en exercice, c'est très facile. Lorsqu'on va voir, oui, lorsque la souris va se déplacer, par exemple, pour faire un cercle, dans certains sites, vous allez voir ça. Lorsque la souris se déplace, c'est plutôt un cercle qui se déplace avec le curseur. C'est avec le on mouse move qu'on fait cela. Lorsque le pointeur de la souris se déplace, vous allez voir certains sites qui le font. Par exemple, on peut changer le pointeur en mettant par exemple un carré, on cache le pointeur, on met plutôt un carré qui se déplace. C'est avec le on mouse move qu'on le fait. Le on mouse out, c'est-à-dire quoi? La souris ici là, le pointeur autant pour moi de la souris sera déplacé en dehors d'un élément. Ce sera le on mouse out. On mouse move, ça veut dire quoi? Le pointeur de la souris se déplace dans le document, sur les éléments du document. Maintenant, lorsqu'on va prendre le on mouse out, ça veut dire quoi? Le pointeur de la souris quitte sur un élément, se déplace en dehors d'un élément. Qu'est-ce qu'on dit? Lorsqu'on dit élément en HTML ou en JavaScript, en HTML, qu'est-ce que vous comprenez? Exactement. Ça sera peut-être un paragraphe, ça peut être un texte. Alors, lorsqu'on va quitter d'un élément, on pourra appliquer en fait un on mouse out pour dire que nous sommes en train de quitter d'un élément. À côté de on mouse out, vous aurez le on mouse over. Vous allez voir qu'à chaque fois, il y a toujours des, vous allez voir qu'il y a toujours des attributs événementiels qui ont tendance à se ressembler. C'est lorsqu'on va faire la partie, vous allez voir correctement comment ça fonctionne. Il y a également le on key out et le on key, bon, le on mouse out et le on mouse, bon, le on mouse out et le on mouse over. Le on mouse over, lui, ça sera un script qu'on va déclencher quand le pointeur de la souris sera déplacé au-dessus d'un élément. Lorsqu'on sera au-dessus d'un élément, on va pouvoir gérer le déplacement de la souris sur cet élément-là, en fait. Donc, lorsque je suis sur un bouton, par exemple, je peux attacher un attribut événementiel on masse over pour dire quoi? Lorsque je me déplace sur cet élément-là, on fait ci. Donc, c'est un peu comme ici. Par exemple, lorsque je me déplace sur cet élément-ci, je peux lancer, je peux vouloir lancer un on masse over. Donc, si je me déplacer sur l'élément, voici l'élément qui est un bouton. Lorsque je me déplace sur lui, je peux vouloir lancer quelque chose. Ça peut être que je veux colorer à chaque fois tout le texte qui est là. En fait, un ensemble de choses, on va le voir dans l'exercice sans problème. Donc, on aura à côté du on mass out. Ce qu'il faut retenir, c'est que les éléments que je dis là, c'est sur des éléments en fait. On aura également le on mouse over que je viens d'expliquer. Et ensuite, on aura le on mouse up. Si vous avez compris ce qu'on nous avons vu précédemment, ici, on ne devait pas poser la question. Le on mouse up, c'est un peu comme le key up.
Lorsqu'on fait le on mouse up, ça va permettre de faire quoi? De déclencher un script quand le bouton de la souris est relâché. Si c'est relâché, ça veut dire que c'est quand on a cliqué, non? On a fait un clic, on clique. Lorsqu'on relâche, on peut faire un on key up. Tout à l'heure, vous tentez de poser la question entre on key press et le on key. La différence est on key press et on key up. Ce qu'il fallait considérer, c'était que lorsqu'on faisait un clic, on ne gère pas le relâchement. Et pour gérer le relâchement, il faut utiliser dans le on key up. C'est la principale différence. Parce que puisque quand vous cliquez le on key down, c'est comme j'ai expliqué. Mais lorsque on veut gérer le relâchement d'un clic, on va prendre le on key up. Même chose pour le on mouse up. Lorsqu'on va vouloir gérer le relâchement. Bon, tout en haut là, j'ai parlé plutôt c'est pour le clavier. Ici, c'est pour la souris. Lorsqu'on va vouloir gérer le relâchement du clavier après un clic, on pourra faire le on key up. Il y a beaucoup de choses que vous pourrez faire avec tous ces éléments-là. On va le voir au fur et à mesure. Par exemple, si je vous demande comment on gère un script exécuté quand l'élément est modifié, vous devez directement penser à on change. Comment gérer un script exécuté quand un formulaire est soumis? On submit. Vous pensez directement que lorsque vous voulez soumettre un formulaire, si vous attachez un événement, ce sera l'événement on submit. Si vous dites comment gérer un script exécuté quand un bouton de la souris est pressé, vous devez directement penser à on mouse down. Des choses que je retiens déjà parce que je travaille avec eux au fil du temps. Donc, au fur et à mesure, vous allez comprendre quand on va appliquer les exercices, vous allez retenir par cœur. C'est un peu comme le CSS que nous avons fait. Vous voyez qu'il y a les propriétés Flexbox que vous maîtrisez déjà par cœur. Ok, donc, je vous ai montré un peu comment les événements fonctionnent en JavaScript. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le moyen le plus simple pour se mettre à l'écoute, comme j'ai dit tantôt, d'un événement, c'est d'ajouter donc un attribut événementiel à l'élément en question. On a fait un exemple pratique. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on écoute. On met des écouteurs d'événements qui vont permettre d'écouter un certain nombre de choses sur chaque élément que nous manipulons dans notre DOM. Alors maintenant, une fois que nous avons vu les différents attributs événementiels qu'on peut utiliser, qu'est-ce qu'on peut donc faire avec ces différents éléments-là? Lorsqu'on veut utiliser par exemple les événements, JavaScript peut être utilisé pour valider, comme j'ai dit tantôt, un formulaire avant que celui-ci ne soit envoyé au serveur. Donc, c'est la première vérification qui est faite. Avant d'envoyer les informations du formulaire au serveur, vous devez d'abord faire la première vérification côté front-end avant que ça ne parte même contacter le serveur. C'est toujours comme ça que vous allez faire en fait. Parce qu'il y a une citation qui dit en informatique, Never trust user input. Il ne faut jamais faire confiance aux données utilisateurs. Raison pour laquelle vous allez toujours tester côté front-end et encore tester côté back-end. Parce que vous pouvez tester côté front-end, il s'en va dans le code. Vous avez vu, on peut expecter le code. Je peux expecter un code, je pars derrière et je modifie. Avant de soumettre, ça va soumettre ce que j'ai modifié en fait. Il n'y a que les informaticiens qui peuvent connaître. Maintenant, côté serveur, il faudra encore modifier. Il faudra encore, en fait, je vais dire comment? Il faudra encore ici, là, examiner cela pour faire des contrôles supplémentaires. Que ce soit le CSP que vous utilisez, que ce soit le PHP, que ce soit le Java. Comme j'ai dit tantôt, on peut utiliser dans les événements en JavaScript pour pouvoir ici, là, valider un formulaire avant que celui-ci ne soit soumis, avant que celui-ci ne soit envoyé au serveur, autant pour moi. Et quels sont les types de vérifications qu'on peut faire? On peut vérifier si l'utilisateur a rempli les champs qui sont obligatoires. On peut vérifier est-ce que l'utilisateur a correctement orthographié, par exemple, une adresse email? Est-ce qu'il a entré une date valide? Ça, c'est tous les éléments que vous pourrez, par exemple, vérifier. Par exemple, on aura un champ texte qui va récupérer les valeurs numériques. Vous pourrez vérifier est-ce que l'utilisateur a entré évidemment une valeur numérique dans un champ donné. C'est tous les éléments que vous allez pouvoir ici là utiliser. Alors, le premier qu'on va voir donc pour pouvoir continuer, ce sera l'attribut événementiel, l'attribut événement on submit. Comme je dis tantôt, c'était pour soumettre un formulaire. Donc, lorsque vous voulez soumettre un formulaire, il faut faire appel donc à on submit. Et lorsque vous faites appel à on submit, pour faire appel à lui, hein, qu'est-ce que vous faites? Vous ajoutez tout simplement l'attribut événementiel on submit à votre formulaire. Et quand vous l'ajoutez d'office, qu'est-ce qui va se passer? Le script sera donc déclenché quand l'utilisateur va cliquer
sur le bouton d'envoi. Ce sera par exemple un bouton Submit. On va définir. Donc, un exemple très simple. Je vais venir là. Il faut que je fasse celui de la dernière fois. Nous voulons utiliser en fait l'attribut événement on submit pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on soumet un formulaire. Et qu'est-ce que j'ai dit? On va d'abord on va ajouter donc cela aux formes. On va dire qu'à la soumission du formulaire, il faudra faire ci. Comment on le fait? Donc, par exemple, je considère par exemple que dans mon formulaire, qu'est-ce que j'ai? J'ai un forme. Il y a un forme qui est la balance qui permet de déclarer un formulaire. Ce que je fais, je nomme toujours mon formulaire sans oublier. Je dis par exemple mon formulaire ou bien my form. Mon formulaire. Si je dis que voici mon formulaire, au niveau de action, ça sera toujours le script serveur qui va exécuter qui va traiter en fait les données de notre formulaire. On peut dire par exemple là que traitement .java, c'est peut-être le fichier qui va traiter notre formulaire. Et maintenant, sans oublier maintenant, qu'est-ce qu'on oublie? On va devoir attacher maintenant notre attribut événement. Donc, pour attacher l'attribut événement qui va permettre de valider le formulaire, le script va, donc le script va permettre de valider notre formulaire. On doit attacher notre attribut événement on submit. Lorsqu'on définit un formulaire, l'attribut form accueille l'attribut, il y a l'attribut name. À quoi c'est l'attribut name? Ça permet de nommer le formulaire. L'attribut action lui permet de faire quoi? Il permet de définir l'URI. Donc, ça veut dire quoi? Le chemin d'accès au fichier serveur qui va traiter tous les champs du formulaire qu'on aura envoyé. Mais nous ne sommes pas encore la raison pour laquelle on peut laisser. Donc, juste pour vous dire que c'est à chaque fois lorsqu'on va traiter un formulaire côté serveur, on va préciser le fichier du serveur qui va traiter cela ici. Mais nous n'avons pas encore vu le langage côté serveur. Donc là, j'ai mis Java pour un exemple. On pourrait mettre .php. Ça peut être un serveur PHP. Ça peut être ça peut être un fichier qui se trouve sur un serveur PHP. En JavaScript, c'est souvent .jsp. En fait, on va le voir au fur et à mesure. Donc, ce sera un contrôleur qui va gérer cela, en fait. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dit tantôt? Lorsqu'on veut faire appel à un script de validation, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute l'attribut événementiel à cet élément-là. Puisque nous sommes dans le cadre de la validation, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter tout simplement l'attribut à événement ou alors l'attribut événementiel. On submit à notre élément forme. C'est ce que j'ai fait ici là. Lorsqu'il met l'attribut événementiel, on submit, il définit donc la valeur. Sa valeur sera quoi ici là? Puisqu'on a dit que c'est un script, ce sera le script qui va être appelé. Donc, lorsqu'on va soumettre notre formulaire directement, on aura le script ici qui va être exécuté. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On fait un return, par exemple. Donc ça veut dire quoi? Lorsqu'il dit on submit, et qu'est-ce que j'ai dit? Lorsqu'on parle lorsqu'on parle en fait des événements, lorsqu'on parle des attributs événementiels, qu'est-ce qu'on a? Lorsqu'on a un attribut, sa valeur sera quoi? Sa valeur sera un script. Il attend à chaque fois un script. Il attend un script qui va être exécuté lorsque l'événement sera enclenché, sera déclenché en fait. J'ai dit tantôt que il y a deux personnes qui peuvent faire cela. On a d'abord le JavaScript. On a dit d'abord quoi? Le JavaScript réagit aux actions du navigateur ou alors aux actions provoquées par l'utilisateur. C'est soit les actions du navigateur, soit les actions de l'utilisateur. Dans le cas, par exemple, du onSubmit, c'est une action qui est provoquée par qui? Par l'utilisateur, puisque c'est l'utilisateur qui va cliquer sur le bouton Submit. Lorsqu'il va cliquer sur le bouton Submit, puisque nous avons déjà un écouteur d'événement qui est déjà placé là, et son script sera ici. Il va juste exécuter cela avant d'aller soumettre notre formulaire au fichier en question qui est ici. Donc, au niveau de onSubmit, on va préciser donc le script en question. Donc, on peut directement faire à l'intérieur un return de quelque chose. Tout à l'heure, nous avons appelé une fonction. Vous avez vu avec onClick.
Lorsqu'on faisait un exemple pratique, nous avons fait on clique, on avait écrit une fonction bonjour et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste appelé notre fonction bonjour. C'est la même chose. Donc, il peut faire un return, puisque c'est un formulaire, il peut faire un return, par exemple, d'une fonction qui va s'appeler valider. La fonction, par exemple, s'appelle valider le formulaire. Donc, ça veut dire que je vais écrire la fonction valider le formulaire, en fait. Pourquoi on met le return? C'est tout simplement pour que lorsqu'il va valider ça, si ça s'exécute bien, en fait, on continue pour que le traitement PHP puisse être contacté pour traiter, bien évidemment, toutes les données du formulaire. Donc, lorsqu'on fait un return de valider le formulaire, la fonction ci va alors aller s'exécuter. Tout à l'heure, nous avons mis valider, ça veut dire que ça s'exécute. Maintenant, nous sommes dans le cadre d'un formulaire et nous avons un fichier qui va traiter ce formulaire. Si on ne fait pas un return, il ne va pas continuer, il va s'arrêter. Or, qu'est-ce que nous voulons? C'est pour ça que vous allez voir, dans certains endroits, on va mettre ça. On peut même mettre seul, mais après, on va faire un return true. Vous dites quoi? Continue ton exécution. Vous dites qu'il faut que le formulaire laisse la place. Donc, il transmet toutes les informations au fichier serveur qui est action. Puisque nous sommes dans un formulaire, normalement, lorsqu'on soumet un formulaire, qu'est-ce qui se passe? Il faut que les données soient soumises au action. Or, si nous ne précisons pas que le formulaire continue son exécution, il va s'arrêter puisque nous avons interrompu. Le onSubmit s'y interrompt déjà le fait que le formulaire sera soumis directement ici à action. Est-ce qu'on se comprend? Le fait qu'on met un attribut événementiel onSubmit avec un script, ça va interrompre le fait que le formulaire va directement être soumis ici. Vous allez voir que lorsqu'on crée un formulaire et qu'on ne met pas, par exemple, le onSubmit avec un script, directement le formulaire est soumis à ce fichier-ci. Mais dès qu'on va mettre déjà un attribut événementiel à lui, qui est onSubmit, ça va interrompre ça. Donc, il va d'abord exécuter cette fonction JavaScript-ci. Et on va dire quoi? Lorsqu'il va terminer l'exécution de cela, il puisse continuer. Alors, dans notre formulaire, on peut continuer. On peut juste mettre quelques champs là. On va pas trop tarder. Donc, on peut mettre là, par exemple, le nom. Faire un input de type texte qui contient tout simplement name. On va dire par exemple non. Bon, l'ID, on n'aura pas trop besoin de lui. Parce qu'on va pas traiter les ID. Alors, en bas, qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Bon, on peut juste mettre un submit. Vous vous rappelez très bien de l'input du type submit. C'est là maintenant que vous allez voir l'utilité de cela en fait. Ça va nous permettre par exemple d'envoyer notre formulaire. Nous avons un simple formulaire qui a un seul champ et qui va permettre d'envoyer le formulaire. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'on a défini? On va définir un script qui va permettre de valider ce formulaire-ci. Valider le formulaire voudrait dire quoi? Par exemple, on a un seul champ. Il faudra par exemple vérifier est-ce qu'il a entré un nom correct. C'est vous qui décidez si le nom est correct ou pas. Un nom correct pour vous pourra être un nom qui a peut-être un certain nombre de caractères, et ainsi de suite. C'est vous qui décidez. Donc, lorsque vous avez défini donc, votre attribut événementiel à votre balise de forme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc écrire le script de validation. Et l'une des choses que vous pouvez faire lorsque vous écrivez votre script de validation, c'est d'examiner en fait les champs à valider et de renvoyer une valeur true ou false pour indiquer au navigateur que si le formulaire doit être renvoyé ou non. Parce que si vous ne dites pas true ou false, il va bloquer en fait. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Une fois qu'on écrit notre validé formulaire, il faudrait qu'à chaque fois, lorsqu'on valide les différents éléments, lorsqu'on teste les différents champs qu'on veut, il faudra à chaque fois retourner soit true, soit false. Pour pouvoir dire si l'exécution du formulaire va être renvoyée ou pas. Parce que si vous ne renvoyez pas, vous ne dites rien, ça va causer problème. Le formulaire ne va pas être soumis aux actions. Donc, si on va implémenter dans notre fonction, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement venir dans notre fichier script. Là, on vient directement dans notre fichier script. On peut écrire directement notre fonction ici. On peut tester par exemple le champ name. Il faut d'abord qu'on accède au champ name. Comment on fait pour accéder au champ name? Nous avons vu comment on accède aux différents champs d'un formulaire, d'un DOM, du DOM en fait. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il déclare d'abord ma fonction. Oups, function. C'était validé.
Oups. Bon, j'ai oublié le nom. On avait dit quoi? Valider le formulaire. Donc, on a notre fonction valider le formulaire. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que à chaque fois, on va écrire un script qui sera exécuté lorsqu'on va faire appel à un attribut événementiel. J'espère que là, si vous comprenez déjà comment ça se passe. Donc, on va par exemple ma fonction valider le formulaire qui va être appelé. La première chose qu'il doit faire, c'est quoi? C'est de récupérer d'abord la valeur du champ input. Il faut que je récupère la valeur. Quand l'utilisateur va entrer, par exemple, quelque chose, il faudra que je récupère cette valeur-là et que je puisse vérifier pour pouvoir valider le champ en question. Donc, je vais examiner les différents champs à valider et renvoyer la valeur true ou false pour indiquer donc ici au navigateur si le formulaire doit être renvoyé ou non. Quand il dit que le formulaire doit être renvoyé ou non, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que s'il y a les erreurs, je ne continue pas, je renvoie la page du formulaire. S'il n'y a pas d'erreur, je poursuis dans l'exécution de mon script. Je renvoie dans les données ici là au fichier serveur qui va traiter dans les informations pour les persister par exemple. Et ici là, la première chose que je fais, c'est qu'il faut que je récupère la valeur du input de nom qui a pour nom ici là, non. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour récupérer cela? Nous avons vu comment on récupère les éléments, comment manipuler les éléments du DOM. On déclare tout simplement une variable. Par exemple, nom. Et qu'est-ce que je fais? Puisque, qu'est-ce qu'on a? On a un formulaire. Dans l'autre formulaire, qu'est-ce qu'on a? On connaît son nom. On connaît le name, le nom du formulaire. On connaît le champ qu'on veut récupérer. On peut donc avoir la valeur de ce champ. Et lorsque nous sommes sur des formulaires, donc pour récupérer, c'est très simple. On a ici là le document avec l'objet forms, l'attribut, la propriété forms qui va nous permettre d'accéder au formulaire d'une page. Lorsque nous sommes sur une page, en fait, on peut accéder aux différents formulaires de cette page. De cette page. Et lorsqu'on accède, on va préciser cela, le nom du formulaire en question. Donc, si je veux accéder au formulaire qui a pour nom, parce que j'ai copié, qui a pour nom mon formulaire, qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement document. On entre toujours dans le document. Document. Point. On précise bien forms. Pour dire quoi? On va dans les formulaires, parce qu'il peut y avoir plusieurs formulaires dans une même page. On met que forms. On met cela entre côtes, le nom du formulaire auquel on va accéder. Son nom, c'était mon formulaire. Et maintenant, lorsqu'on a accès à document.forms, on a accès au formulaire. Et comme nous avons accès à ce formulaire, qu'est-ce qu'on peut donc faire? On peut obtenir la propriété qu'on veut. C'est quelle propriété qu'on veut interroger? On interroge la propriété. Non. Lorsqu'on interroge la propriété non, qu'est-ce qu'on peut donc pour récupérer la valeur? On fait tout simplement point value. Ça, c'est l'une des méthodes qu'on utilise pour pouvoir accéder aux éléments d'un formulaire. On a notre formulaire qui s'appelle mon formulaire. Qu'est-ce qu'on fait? On possible d'abord forms, qui est une collection qui contient tous les formulaires de la page. Et parmi, on veut le formulaire qui s'appelle mon formulaire. Et maintenant, le formulaire qui s'appelle mon formulaire a plusieurs, a plusieurs, euh, a plusieurs champs. Donc, on précise le champ qu'on veut récupérer. Le champ que nous voulons récupérer, c'est le champ qui s'appelle nom. Lorsqu'on a récupéré dans ce champ, on peut avoir sa valeur avec tout simplement la propriété value. Donc, lorsqu'on fait ça, on a directement la valeur de nom. Là, c'est la méthode de récupération avec directement la propriété forms, qui est beaucoup utilisée lorsqu'on travaille avec les formulaires. Puisqu'on travaille avec les formulaires, c'est plus facile de gérer les formulaires avec ceci. Puisqu'on a le formulaire en question, on passe directement par son nom. On connaît qu'il a plusieurs champs. On précise le nom du champ et on prend sa valeur. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut vouloir vérifier? Puisque c'est le script de vérification pour examiner en fait si les champs sont bons afin de pouvoir les valider. Qu'est-ce qu'on fait tout simplement? On peut vérifier par exemple que si if, on vérifie quoi par exemple? On vérifie, nous avons vu les tests conditionnels, non? On vérifie si le nom, par exemple, que l'utilisateur a entré est nul. Nul veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a rien entré. Ça sera vide. Donc, on va tout vérifier si c'est nul ou les deux vérifications qu'on fait souvent pour regarder si c'est vide, c'est que
ou alors le nom n'a rien à l'intérieur. Donc, si c'est égal au vide. Donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on va dire? On regarde nul si, par exemple, l'objet a déjà été créé. Si on a un objet qui a été créé, puisque c'est un objet, en fait, non, c'est un objet. Bon, maintenant, lorsqu'on crée un objet, ça contient nul par défaut. On faut vérifier si ce n'est pas nul, ou bien si la valeur qui a été récupérée, c'est le vide. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous avez, par exemple, lorsqu'on vous dit que if non égale nul, nul là, si vous vous rappelez très bien, même lorsque nous avons fait, par exemple, un langage comme C++, le nul, c'est quoi? Ce sont des références déjà. Donc, on est en train de vérifier ça, que si, est-ce que la variable non ne référence rien? Ça dit quoi? Est-ce qu'elle ne pointe pas, est-ce qu'elle pointe vers aucun objet en mémoire? Parce que si on a testé non égal à nul, ça veut dire quoi? On teste déjà si c'est un objet. Ce n'est que les objets qui peuvent contenir nul. Lorsqu'on dit non reçoit nul, c'est une expression qui va tout simplement vérifier quoi? Est-ce que la variable non ne référencie à rien? Ou alors est-ce que cette variable ne pointe vers aucun objet en mémoire? Pourquoi on vérifie cela? Parce que lorsqu'on déclare par exemple var non et qu'on attribue une certaine valeur, l'initialisation peut rater. Par exemple, je vous ai dit qu'on accède à un formulaire et on recherche le formulaire en question et l'attribue. Ça, c'est l'initialisation. On est en train de faire quoi? Une initialisation. L'initialisation en question peut rater. Donc, l'objet ne va rien référencer en fait. Donc, du coup, l'objet sera nul. Puisque c'est une variable qu'on a en train de définir, elle sera nulle parce qu'elle ne référencie rien. Ça veut dire qu'on va donc accéder à une variable qui n'a pas été initialisée. Donc, c'est un peu comme si on a déclaré var tout simplement comme ça. Le test ici va permettre de savoir est-ce que la variable n'a rien. Parce que si on ne met rien à l'intérieur, ça veut dire que la variable n'a pas été initialisée. Donc, si une variable n'a pas été initialisée, on n'a pas le droit de l'envoyer au serveur parce qu'elle ne contient rien. Il faut donc vérifier si c'est nul. Donc, si elle vérifie, par exemple, cette variable, si elle sera nulle parce qu'elle ne référencie rien. Vous savez très bien qu'en Java, il a dit ceci, qu'on n'a pas de type. Donc, cette variable-ci là est nulle parce qu'elle ne contient rien. Et lorsque je mets ça, l'initialisation si également peut échouer. Il faut donc toujours vérifier en testant si la variable là n'est pas nulle. Et maintenant, le nom reçoit 0. C'est tout simplement pour vérifier si ce qui a été soumis n'est pas vide. Parce que quand il récupère là, si c'est vide, il va prendre le vide. Donc, si cette condition, si en fait cette ligne-ci réussit, sera la valeur qui a été récupérée. Ça peut être bien évidemment le vide. Si l'utilisateur entre une chaîne de caractères vide, c'est cette deuxième condition ce qui sera exécutée. Ça veut dire que la variable, ça veut tout simplement dire que la variable non a été initialisée comme une chaîne de caractères, mais qui ne contient aucun caractère. Si ça contient aucun caractère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la longueur est égale à quoi? Tout simplement à 0. Okay. Donc, la première chose qu'on fait, c'est quoi? On vérifie. On veut valider notre formulaire. On vérifie d'abord, est-ce que la valeur que l'utilisateur a entrée est vide ou alors est-ce que la variable ne référencie rien? C'est pour ça qu'on regarde, est-ce que c'est nul? Est-ce que c'est une chaîne de caractères vide? Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est vide, qu'est-ce qu'on fait? On peut par exemple faire un alerte qui va bloquer la page. Alerte, on peut dire par exemple que le nom doit être spécifié. C'est ce que vous allez voir souvent dans les pages. On va dire le nom doit être spécifié. Mais vous allez rarement voir, on le fait avec le alerte. Le plus souvent, on va directement créer un nœud et l'ajouter dans la page, l'ajouter peut-être en haut directement de l'élément. Ou bien on va peut-être appeler un script, appeler un style CSS qui va partir colorer le champ en question en temps réel pour dire que ce champ est incorrect, peut-être le colorer en rouge. Il fait peut-être un pop-up pour dire qu'il y a un problème ici. Vous voyez, on va pouvoir utiliser tous les éléments que nous avons déjà vus précédemment, que ce soit avec le CSS, appeler, ajouter une classe. Donc, ici là, qu'est-ce qu'on peut faire par exemple? On peut récupérer peut-être la div, l'attribut input là, on ajoute une div qui va contenir un message et on insère ce message là dans le DOM et on colorie encore ce champ en rouge. Vous voyez un peu ce que nous avons vu précédemment, ça va nous servir. Donc, si, donc qu'est-ce qu'on fait? On vérifie. Si ceci est comme ça, alors
On fait ça et on return false. En retournant false, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que le formulaire n'est pas correct, donc on ne le soumet pas. S'il était correct et par défaut, ça sera true. Donc, si c'est correct, il ne va pas entrer ici, là, il va directement passer. Puisqu'on a fait un return lors de l'appel ici, c'est-à-dire qu'il va directement passer, aller contacter cette page ici pour traiter le formulaire. Donc, si on s'en va là, actualiser, vous allez voir. Donc, puisqu'on a fait un return ici, là, donc, l'autre événement, notre attribut événementiel va déclencher dans le script valider le formulaire en vérifiant le champ en question. Donc, si on s'en va là, il va fonctionner normalement. Bon, il y a il y a un champ qui est ajouté là, qui ne sait pas où il sort. Bon, on va faire avec. Ce champ-ci, je ne sais pas où il sort. Ah, c'est celui-ci. Donc, si je ne mets rien, il valide. Vous voyez, le champ nom doit être spécifié. Donc, je n'ai rien mis. Il me dit que le champ nom va être spécifié. Parce que quoi? C'est une chaîne de caractères vide qui est envoyé. Vous voyez? C'est normal que ce soit rapide. C'est côté serveur. Ma machine a les bonnes caractéristiques. Donc, ça ne devrait pas durer en fait. Puisque c'est exécuté côté client. Donc, maintenant, je vais essayer d'entrer une chaîne de caractères. Vous allez voir. Ça va essayer de contacter directement l'autre page. Vous voyez? Ça allait directement contacter la page du serveur que nous avons précisé. Il me dit que cannot get ceci. Pourquoi? Parce qu'il dit que je n'ai pas, en fait, il ne connaît pas une page qui s'appelle traitement.php. Si j'avais une page sur mon serveur qui s'appelait traitement.php sur un serveur PHP, directement, ça devait être traité. C'est toi qui décides, en fait. C'est vous qui décidez, en fait, comment est-ce que le traitement se fait. Donc, voilà, vous voyez un peu, c'est comme ça qu'on le fait. Donc, on a écrit notre fonction ici, là. On a utilisé ici l'attribut à événement on submit. Et on a créé le script de validation. Une fois que nous avons écrit notre script de validation, qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai montré également comment est-ce qu'on récupère la valeur contenue dans un champ de type formulaire en utilisant bien évidemment quoi? Le forms, la propriété forms. Donc, ce qu'il faut retenir de redevance, c'est quoi? Lorsque vous allez manipuler les formulaires, pour récupérer la valeur d'un champ de formulaire, vous allez utiliser la propriété form de l'objet document. Document, c'est l'objet principal. Et pour récupérer donc un formulaire dans le document, vous utilisez la propriété form du document. Et je vous ai montré la syntaxe. La syntaxe, c'est quoi? La syntaxe, c'est document.forms. Vous précisez cela. Le nom du formulaire en question, le nom du champ que vous voulez récupérer. Maintenant, vous faites point value pour récupérer sa valeur. Donc, c'est valide pour tous les éléments. Au clic, tu pourrais faire la même chose. La fonction que j'ai écrite ici, en fait, au clic sur le bouton, par exemple, je pourrais déclencher également la même chose. Au reset du formulaire, je pourrais également déclencher la même chose. Ainsi de suite. Ça, c'est la méthode en utilisant cela, les attributs. Il y a d'autres méthodes. Donc, si vous voulez, par exemple, gérer le clic, vous allez seulement ajouter l'attribut à la balise. Donc, la première méthode que je vous montre permet de faire quoi? D'ajouter un attribut événementiel. C'est-à-dire quoi? Dans la balise, vous allez à chaque fois mettre l'attribut événementiel. Si par exemple, je vais gérer le clic sur ce bouton-là, je vais mettre cela on click. Je peux créer un bouton de type email ici là on click et je gère cela. Donc, toutes les propriétés que nous avons vues là, vous allez appliquer cela dans l'exercice. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Ok. Donc, nous avons vu là, la première méthode qui permet de faire les événements en ce qui concerne le JavaScript. Et nous allons voir dans la deuxième méthode avec ce qu'on appelle l'objet event. C'est-à-dire quoi? Les gestionnaires d'événements. Nous allons voir peut-être les gestionnaires d'événements. On ne va plus donc passer par les attributs. Nous allons dorénavant passer. En fait, on va toujours passer par les attributs, mais on va utiliser la propriété de l'objet event maintenant pour pouvoir essayer nous-mêmes associer un événement à un élément. Donc, si vous voulez commenter ceci, nous allons continuer. Donc, ça, c'était pour parler ici là des événements.
Là, maintenant, nous allons passer à l'objet event. Bon, on va dire ça que c'est les événements. Commandez ça pour vous faciliter la tâche. Ok, donc qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'on va passer dans ici là à ce qu'on appelle l'objet event. Donc, c'est toujours pour la manipulation des événements ici là en ce qui concerne le JavaScript. Comment on va ici là utiliser l'objet event pour pouvoir manipuler toujours les événements. Alors, lorsqu'on parle de l'objet event est toujours passé au gestionnaire d'événements. C'est pour gérer les événements, c'est-à-dire quoi, les clics, les double-clics, les presses sur clavier, ainsi de suite. Donc, les différentes propriétés de l'objet event que nous allons voir vont fournir un ensemble d'informations qui vont être utiles en fait ici là. C'est les événements courants que nous allons utiliser. On parle d'événements courants, c'est les on-blue, on-keypress. Donc, ce qui sera courant en fait, lorsqu'on va peut-être déplacer la souris, ce sera les événements courants qu'on utilise. Il y en a plusieurs propriétés de l'objet event. Alors, parmi les objets event, comme j'ai dit tantôt, on aura par exemple l'objet, la propriété. C'est toujours la propriété qu'on veut utiliser en fait. Les propriétés courantes qu'on utilise. Par exemple, lorsque vous faites je dis quoi? Par exemple, à un moment donné, vous voulez par exemple récupérer la valeur si la touche en fait, si une touche en fait est enfoncée quand un événement est advenu. Donc, si un événement est advenu, vous voulez par exemple savoir si oui ou pas. Je prends un exemple très simple, le Alt. Par exemple, lorsqu'on appuie une touche Alt, on va appeler cette propriété la propriété Alt Key. La propriété Alt Key va contenir quoi? La valeur vraie ou fausse si la touche, par exemple, Alt était enfoncée quand un événement ici là est advenu. Après ça, nous allons la propriété button. La propriété button va indiquer, par exemple quel bouton de la souris a été utilisé lorsque l'événement ici là est advenu. Un événement, comme j'ai mentionné plus haut. J'espère que jusqu'ici on se comprend. Parce qu'il faut comprendre que les objets event vont être toujours passés au gestionnaire d'événements. Lorsqu'on parle du gestionnaire d'événements, c'est ce que nous avons vu précédemment. Et les propriétés là vont nous fournir plusieurs informations sur l'événement courant que nous manipulons.